toutes et à tous, à ceux qui et celles qui nous suivent depuis ce matin sur ce Focus Francophonie et depuis quelques jours pour le Focus international organisé pour la première fois par le Festival Off d'Avignon. Et aujourd'hui, et à cette heure, c'est un véritable tour du monde de la francophonie qu'on vous propose, avec des bonnes pratiques et des différents échanges d'expériences et de propositions. On va essayer d'aiguiser votre curiosité pour que, en bon festivalier et festivalière avignonnaise, vous ayez envie de voyager de par le monde grâce à la langue française. Et on commence par une petite introduction de Gaël Massicobiti et de l'Institut français sur le spectacle vivant et la musique en français ou d'expression française. Et sur ces échanges d'expériences et sur quel partenariat quels accompagnements possibles. Oui, rebonjour à nouveau. C'est un exercice vraiment difficile. Ces 3 jours-là, j'ai l'impression de me répéter. De redire quand même, puisque je vois que le public s'est renouvelé quand même. On n'a pas le même que tout à l'heure. Dire que l'Institut français, c'est avant tout l'opérateur un établissement public chargé de promouvoir la création française à l'étranger. C'est un opérateur de l'État sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, dont évidemment la mission se fait en partenariat avec des acteurs de premier plan pour nous, que sont les instituts français dans le monde et le réseau des alliances françaises, puisque la diplomatie française a cette particularité d'être représentée par 2 réseaux à travers le monde. Et évidemment, dans le cahier des charges de l'Institut français, la promotion de la langue française est une des composantes importantes. Donc, évidemment, moi qui suis responsable du pôle spectacle vivant et musique, à travers les compagnies et les projets qu'on peut déployer à l'international, mais aussi dans d'autres départements de l'Institut français, comme évidemment le pôle langue française, le pôle du livre et également le pôle du débat d'idées, puisque idées et savoir, puisque la manière dont on envisage la langue française à travers le monde, c'est aussi cette langue qui questionne à la fois les idées, les langages, évidemment les enjeux artistiques. Donc nous, notre mission, c'est, comme je le disais précédemment, c'est vraiment d'accompagner des acteurs sur des projets particuliers qui peuvent mettre en avant la francophonie et la langue française. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance, mais nous, on a été mandaté par le président de la République pour réfléchir avec un certain nombre d'acteurs nationaux et internationaux qui œuvrent pour la promotion du français lors d'un séminaire qui concernait le français et le plurilinguisme. Donc Yann y était, je vois que nous avons un camarade, Thierry aussi, qui est parmi nous, qui a participé, où l'enjeu c'était de définir un nouveau plan pour le français à travers le monde, avec les enjeux que ça peut traverser. Et du coup, il y a un certain nombre de préconisations qui ont été mises en place et nous, on s'attache à pouvoir les mettre en œuvre avec un certain nombre de partenaires parce que c'est ça. Enfin, tout à l'heure, je disais que le français, sa grande richesse, c'était aussi d'être traversé par les autres langues. Et nous, à l'Institut français, on est un acteur parmi d'autres et on travaille évidemment avec d'autres partenaires qui œuvrent. Donc là, j'ai la chance d'avoir mon petit camarade Pascal Paradou d'RFI avec lequel on est partenaire sur un certain nombre de projets, mais que ce soit également la SACD, Arsena, les collectivités territoriales, puisque certaines, concernant la francophonie, le français et son exportation, c'est un enjeu. Donc voilà, nous, on est un endroit un peu carrefour où on met en avant à la fois des initiatives nationales et en même temps des initiatives locales, puisque je l'évoquais précédemment, on a une action spécifique sur le continent africain et sur la Caraïbe pour promouvoir les acteurs de ce territoire-là. Et notamment dans le domaine du théâtre, on a une action spécifique d'accompagnement d'opérateurs, comme tout à l'heure nous avons Étienne Mingou qui est le fondateur des Récréatrales, mais aussi d'autres dispositifs, d'autres partenaires, pardon. Alors, voilà, on a essayé de créer des dispositifs pour pouvoir
en tout cas de manière assez innovante, promouvoir la langue française, et notamment dans le domaine de la musique. On avait lancé une grande campagne publicitaire l'année dernière, notamment dans les aéroports parisiens, où on avait des affiches énormes avec des personnages comme... enfin voilà, ça pouvait être un chef cuisinier, ça pouvait être un grand sportif, un homme d'affaires, où on disait, avec le sous-titre, et en plus je parle français. C'était de montrer aussi que le français était un peu les langues qui permettaient, voilà, la langue du travail, la langue de la gastronomie, la langue de la culture évidemment. Et cette année, avec le pôle langue française, on a lancé aussi un autre programme qui s'appelle « Et en plus, je chante français ». On a appris, donc on a fait une sélection d'une quinzaine d'artistes d'expression française, du hip-hop à la chanson, au rap, et on a travaillé avec un certain nombre de partenaires pour travailler sur des contenus pédagogiques, pour travailler avec les étudiants et les apprenants de français à travers le monde, pour leur permettre de connaître d'autres artistes que Édith Piaf et Charles Aznavour, et qui restent toujours les figures, Jodassin ou Zaz, pour les pays tu connais pas. Qui restent un peu les figures un peu emblématiques de la chanson française. Donc c'est aussi pour nous une manière de montrer comment le français se renouvelle, et comment entre les esthétiques musicales on peut trouver évidemment des capacités, enfin des langues, enfin des textes en français assez différents. Donc voilà, nous on est juste un catalyseur aussi. Enfin, on aime bien être partenaire d'initiatives un peu inédites. Donc on commence notre partenariat avec mes camarades. On aimerait bien effectivement être un petit peu plus, en tout cas nous, avoir un accompagnement plus important, parce qu'ils sont sur un public cible. Le public universitaire, c'est un public aussi important, parce que quand on commence à l'initier au théâtre, on se dit peut-être que ça va les intéresser de venir faire des formations en France. Voilà, c'est le début d'une histoire avec une langue, qu'elle se passe en France ou qu'elle se passe d'ailleurs dans un autre pays francophone, quoi. Donc on est vraiment à ce carrefour-là, et évidemment on soutient les artistes dans le déploiement de leurs projets qui se passent en expression française, mais on a un endroit un peu carrefour, donc c'est vraiment quelque chose qui traverse un peu toutes les actions de l'Institut français. Ben voilà, on va donc enchaîner naturellement. Vous parliez de Gaëlle Mascoubiti, d'initiatives locales pour soutenir les acteurs et les actrices du territoire. Alors, Yann Novak, qu'est-ce que vous faites avec ces auteurs et ces autrices dans les mines de Poznan? Dans les mines de Poznan. Je voulais juste proposer à Gaëlle de faire un nouveau anglais, et en plus je joue en français. Et là, on pourrait être compétent de développer ça dans le monde entier. Via 10 sur 10. En fait, on va se partager la parole avec Iris parce qu'on est les deux fondateurs de ce programme. Il s'agit d'un programme qui s'appelle 10 sur 10, pièces francophones à jouer à lire. C'est un programme qui a un double objectif. Le premier objectif, c'est d'enseigner la langue française à travers le théâtre, un peu partout dans le monde. Et le deuxième objectif, c'est de faire la promotion des auteurs de théâtre, des auteurs vivants francophones, venus de tout espace francophone, à travers cette approche de l'enseignement. Parce qu'on travaille en permanence avec des auteurs vivants. Et en fait, le projet a plusieurs volets, mais le volet le plus important qu'on a créé en 2015, c'est la résidence d'écriture, qui s'appelle 10 sur 10, et qui, chaque année, réunit 10 auteurs francophones en Pologne, en général dans un château, transformé en hôtel, donc un lieu super paumé quelque part en Pologne, mais qui donne cette possibilité d'écrire en toute tranquillité. Et on fait venir ces 10 auteurs pendant 10 jours, et on leur demande de nous écrire 10 pièces de 10 pages pour 10 comédiens. D'où le nom 10 sur 10. Donc les 10 auteurs se retrouvent, ils ont 10 jours pour écrire ces pièces. Et nous, ensuite, on publie ces pièces en forme d'un recueil, et on diffuse ça dans 45, pour l'instant, pays dans le monde. Et ça, chaque année, les pays s'ajoutent. Donc, en fait, on a trouvé une formule de texte de théâtre qui permettent à des élèves, donc des futurs utilisateurs de la langue française et peut-être futurs acteurs de la francophonie dans tous ces pays, donc des antennes locales
pour travailler avec l'Institut français ou d'autres institutions. Parce que, comme Gaël disait, l'Institut français ne peut pas proposer des projets, ou l'Institut français ne réalise pas forcément les projets s'il n'y a pas un répondant local ou quelqu'un implanté déjà dans le pays qui vient en disant « Je vais faire ce festival, il y aura des auteurs francophones là-dedans, est-ce que vous pouvez faire ça avec nous ?» Et là, la compétence de l'Institut français arrive. Donc, nous, on espère que ces jeunes qui vont jouer pendant des années et des années à l'école, au collège, au lycée ou à l'université des pièces des auteurs francophones vivants, quand ils vont les présenter dans les festivals, ils vont rencontrer les auteurs, que dans leur vie adulte, et après toute cette scolarité passée en présence des auteurs et des acteurs culturels francophones, ils pourront se dire, tiens, je veux aussi développer un projet francophone. Déjà, ils connaissent tellement de personnes et qu'ils peuvent facilement monter de tels projets et créer des ouvertures pour les artistes francophones, dont pour l'instant on est dans 45 pays. Mais ça, c'est le point de départ et je vais laisser Iris présenter les autres volets parce que ce n'est pas seulement la résidence d'écriture qu'on organise. Bon. Alors, Yann a parlé de la résidence d'écriture, 10 sur 10. Donc 10 auteurs francophones viennent en Pologne dans un lieu prestigieux écrire 10 pièces de 10 pages avec 10 personnages en 10 jours. Voilà. Et il reste en fait 2 semaines. Il y a 2 ou 3 week-ends pour se reposer. Et la vodka tourne bien à ce moment-là. Mais bon, ça c'est le projet. Mais en fin de compte, les auteurs, ils écrivent. C'est bien, et on a les textes. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec ces textes-là? Donc, on les publie dans des livres. Donc, un livre réunit 10 pièces chaque. Non, un livre réunit chaque livre sont réunis 10 pièces de théâtre. Ensuite, on les diffuse dans le réseau donc des professeurs de français, notamment les instituts français, les alliances françaises, etc., où les professeurs de français dans le monde se les procurent eux-mêmes, cela via le site, via nos contacts, etc., et ils montent ces pièces. Donc, les professeurs ont les pièces de théâtre, voilà, ils choisissent une pièce de théâtre parce que sur le site internet, c'est assez bien indiqué, il y a des extraits, des résumés, donc les professeurs peuvent bien choisir la pièce qu'ils souhaitent. Donc, ils montent la pièce. Super, ils travaillent durement parce que c'est difficile en général pour les professeurs, certains qui n'ont pas d'expérience, etc., mais ils le font, voilà, pendant quelques mois, et après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, soit ils jouent dans leur école, devant leurs parents, soit ils jouent une fois, quelque part, dans une salle de spectacle qu'ils ont pu trouver, voilà, par chance. Et il y a des spectacles qui sont joués dans beaucoup de pays, en Arménie, en Bulgarie, voilà, partout, etc. Et donc, c'est là d'où vient l'idée du festival 10 sur 10, l'idée d'organiser une manifestation où l'on réunit là toutes les troupes de jeunes, parce qu'en général, ce sont des jeunes de lycéens. Il y a aussi des collégiens. Les étudiants d'université, pas encore, mais bon, apparemment, il y en a pas mal qui sont intéressés. Mais bon, bref. Et dans chaque pays, ils créent eux-mêmes leur propre festival 10 sur 10. Ça veut dire que, par exemple, là, en Arménie, c'est la 2e édition. Il y a un festival, donc 10 sur 10 en Arménie, qui se joue, qui est créé tous les ans, donc au mois de mars, et dans lequel sont réunis environ 10 troupes de jeunes de toute l'Arménie. Voilà. Ils jouent leurs pièces. Donc c'est super, donc il y a une ambiance, etc. C'est génial, et les jeunes se rencontrent entre eux, tout ça. Mais en plus de ça, ce qui est en fait super dans ce projet, c'est que comme ce sont des auteurs vivants qui ont écrit les pièces, eh bien les auteurs, on ne les met pas de côté. C'est-à-dire, c'est pas t'as écrit la pièce, c'est super, au revoir. Non, non, ils sont inclus dans le programme et donc ils rencontrent les jeunes. Ils viennent dans les festivals et les rencontrent, donc ils voient les spectacles, voilà, qui se jouent. Ils rencontrent les jeunes, les professeurs, etc. Et même tout au long de l'année, nous on encourage les professeurs et les jeunes à contacter directement l'auteur, parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué depuis des années, c'est que voilà, le statut de l'auteur, inaccessible, etc. Donc on dit non. Si un auteur écrit une pièce 10 sur 10, c'est qu'il entre dans un programme et donc il est prêt à accepter, à vous écrire et à échanger, à s'envoyer des mails, même faire des Skype.
Et les auteurs, forcément, sont très contents s'il y a une troupe de, je sais pas, même de Chicago aux États-Unis qui envoie un petit mail. Ah, bonjour, monsieur, je monte votre texte, mais voilà, je sais pas comment trop vous approcher, mais j'ai peut-être un petit souci avec ce personnage, je comprends pas trop, donc est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce qu'on peut faire un Skype avec les jeunes pour qu'ils puissent avoir un contact avec vous, parce que vous parlez français et les jeunes, ils ont besoin de ça, de rencontrer des natifs. Et donc voilà, et donc c'est ça. Oui, c'est ça, mais après on a encore toute une partie formation, parce qu'en général les professeurs de français ne savent pas faire la mise en scène, donc nous on leur propose aussi des formations, comment animer des ateliers de théâtre, donc on va dans des pays pour former des professeurs qui ensuite travaillent les textes des 10 sur 10. Donc on a à peu près 300 mises en scène par an partout dans le monde. Et aussi ce qui est important, et c'est aussi grâce à l'Institut français, c'est que sur l'échelle locale, les instituts français peuvent déposer les projets de mobilité des jeunes, par exemple. Donc, quand on a un festival en Pologne, on a un festival en Bulgarie, en Arménie, à Chicago, maintenant il y a des festivals en Slovaquie, République tchèque, en Allemagne qui vont se créer, on peut faire partir les jeunes dans des festivals. Et vu qu'ils jouent les mêmes pièces, il y a des auteurs qui sont venus en Arménie, et après il y a une troupe qui va en République tchèque, et elle rencontre sur un autre terrain avec d'autres jeunes son auteur, et après il se déplace en Pologne. Donc on crée une mobilité francophone et des auteurs et des jeunes qui tissent vraiment des liens magnifiques, des liens d'amitié. Nous, on a un exemple, il y avait une troupe qui jouait les pièces d'un auteur belge, Stanislas Cotton, 3 ans à la suite. Et ils se sont tellement liés d'amitié qu'après ils sont partis voir Stanislas en Italie. Donc ils travaillent vraiment et ils inventent déjà d'autres projets avec lui au-delà du programme. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, le programme 10 sur 10, si on peut dire, offre tout un éventail de formations, d'activités à des professeurs et ils ne se sentent plus perdus dans l'immensité du travail parce qu'on peut les guider dès le début jusqu'à la fin de leur projet et encore plus loin. On voit qu'on a un festival qui est la face immergée de tout un travail qui se fait sur l'année et sur les années au fur et à mesure. François Villa, de votre côté, vers Barcelone et la Catalogne, comment est-ce que les projets se passent à la fois sur l'année et puis dans les temps forts? Oui, bah déjà tout d'abord, je voudrais remercier Gabriel d'avoir organisé ces journées parce que je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai pas assisté à différentes et je trouve que c'est très intéressant. Et voilà, et je suis content aussi d'être avec Yann et Isis parce que quand on s'est préparé notre festival, on s'est rencontrés pas très loin d'ici à discuter. Et il se trouve que cette année, pour la petite histoire, pendant que nous, on faisait la lecture à Barcelone d'un texte de Penda Diouf était chez vous à 10 sur 10. Voilà, donc du coup, il y a plein de points en commun. En plus, Iris est né à Barcelone. Voilà, donc du coup... je pensais Catalogne, mais côté français. Voilà. Et l'autre point commun, donc c'est le festival, notre festival qui s'appelle Festival de théâtre en français de Barcelone. Donc, on l'a créé à 2 avec Mathilde Mottier qui est voilà. Et voilà, donc c'est une structure associative, voilà, donc du coup, qui est parti un peu de notre désir de créer un pont culturel tout d'abord entre Paris et Barcelone, parce qu'on va dire que Barcelone, c'est ma deuxième ville de cœur, et il se passe beaucoup de choses aussi au niveau de l'écriture dramaturgique, à Barcelone. Et notre désir, c'était de pouvoir, en contact avec plein de compagnies, on s'est dit, tiens, mais ça serait bien de pouvoir essayer de trouver un moyen de faire voyager des pièces, et surtout les pièces contemporaines, les auteurs, et les auteurs, pareil, aussi vivants, c'est encore mieux, voilà, parce que c'est vrai que ça crée aussi une dynamique, voilà, donc du coup, notre projet un peu est né comme ça. Alors c'est vrai que nous, on est un tout jeune festival, on est en train de préparer la 3e édition, où on s'appuie justement sur les auteurs. On met au cœur de notre festival toute la problématique de la traduction des œuvres, parce que pour que les œuvres puissent voyager, il faut des traducteurs. Du coup, comment on traduit? Donc on a fait des masterclass à Barcelone aussi bien avec Sergi Belbel, mais aussi avec les traducteurs de Wajdi Mouawad, Joël Pomera et d'autres comme ça, tout au long du festival, justement, qu'on traduit des textes en français. Du coup, il y avait Monique Grégo et Yves Ferry qui étaient là dès notre première édition, justement, autour de l'hommage à Coltès qu'on avait fait.
Voilà qu'est-ce que j'étais en train de dire. Voilà, donc du coup, de traduction. Pour cela, du coup, c'est important de dire parce que du coup, notre festival, du coup, donc c'est une association, mais qui a un soutien, qui a un soutien sur place de l'Institut français de Barcelone, Pascal Schuller de Huelpa, qui est vraiment une personne formidable, qui a bien compris notre démarche, qui nous accompagne, enfin voilà, qui va avoir des spectacles. Et du coup, quelque part, on fait un festival à Barcelone, mais pas pour les. Notre objectif, c'est pas de faire un festival à Barcelone pour les Français, parce que pour nous, on aurait tout perdu si on faisait ça. Donc du coup, c'est de ne pas être seulement à l'Institut français, mais aller dans d'autres lieux justement pour pouvoir justement faire des partages. Donc ça passe aussi justement par le surtitrage, par les rencontres. Nous, on travaille aussi, pareil aussi par rapport à la langue française. On s'est dit, voilà, on parle d'auteurs que personne ne connaît, de pièces que personne ne connaît. Du coup, il faut qu'on trouve quelque chose, une accroche. On s'est beaucoup rapproché à Barcelone. Les OIE, c'est des écoles d'enseignement des langues. Et quelque part, du coup, qui ont envie de travailler le français. On s'est aussi rapproché de l'université Pompeu Fabra, eux qui travaillent aussi sur la traduction, enfin, donc du coup, de créer un peu des échanges comme ça. Pareil aussi, leur donner des textes, de lire. On a aussi pas mal d'enseignants qui sont intéressés, donc du coup, on leur envoie les textes quelque part qu'ils puissent lire, préparer le texte en amont avec les élèves. Et après, évidemment, pouvoir faire rencontrer les acteurs, les auteurs. Donc du coup, voilà, voilà, on est en train de creuser un peu ce sillon-là, justement, pour pas simplement. Voilà, on vient présenter des pièces, ce qui est déjà pas mal, mais en même temps, ne pas faire on ne présente pas que des pièces, on a envie justement d'aller plus loin, faire découvrir les textes d'auteurs. Et là, je suis ravi que on fait aussi des lectures. Et parmi notre première édition, on avait présenté en lecture, par exemple, le texte de Jean-Benoît Patricot, qui est sur le festival Pompier, et qui maintenant va être joué à Barcelone, enfin qui est déjà joué au Baléares, au Catalogne, enfin voilà, donc du coup, et il va être joué dans un théâtre à Barcelone. Voilà, on a envie d'encourager justement les compagnies, les théâtres, justement à découvrir la jeune création, parce que quand on avait fait un petit état des lieux à Barcelone, que voulait dire le mot théâtre français pour les artistes de Barcelone. Ah, théâtre français, c'est voilà, la France, la langue, formidable. Mais les choses étaient un petit peu arrêtées, un peu à Coltès et Jean-Luc Lagarce. Et depuis, on se dit, mais et après voilà. Donc du coup, je dis moi ouais, bien sûr, mais sinon, il n'y a pas d'autre ouverture. Donc du coup, c'est vrai que du coup, on s'est dit, mais tiens, mais allons-y avec des jeunes auteurs, des jeunes compagnies, enfin voilà, donc du coup, et en même temps, il y a une belle réception ça, parce qu'il y a une belle curiosité et de cet événement-là, on a dans notre pont, on a créé aussi un événement aussi qu'on a démarré cette année qui s'appelle Barcelone en scène. Et justement, pour faire découvrir les auteurs catalans. Donc, pour l'instant à Paris, en Ile-de-France, mais on espère un peu dans d'autres villes. Voilà, donc faire un peu un tour comme ça et voilà. Merci beaucoup. Alain Coufino-Gomez, on a beaucoup parlé là des liens entre francophonie, éducation et théâtre. C'est aussi le cas chez vous pour votre festival. Oui, alors c'est un petit festival qui s'appelle les Francophonieriques. Donc on voulait parler de la francophonie, mais en la rêvant, la fabriquant, en l'imaginant, donc onirique. Je suis arrivé à la direction du Théâtre des Dons en 2015 et tout de suite j'avais envie de faire quelque chose autour de la francophonie. Et je me suis aperçu qu'à Avignon, il y avait pas, c'était un sujet qui n'était pas traité. Et puis dans le reste de la France, quand même, c'était pas un sujet non plus qui soulevait l'intérêt de beaucoup. Ça m'avait étonné moi en tant que Belge parce que chez nous, évidemment, dans notre situation, comme en Suisse, comme au Canada, être natif de langue française, ça veut dire quelque chose, et c'est quelque chose d'important dont on est fier, qu'on défend, et qui fait que partout dans le monde, on a des cousins qu'on a envie de voir, rencontrer. Et ici, le pays où est née cette langue, ça n'intéressait pas beaucoup de monde. Si, il y en a que ça intéresse, mais on sentait que c'était pas quelque chose de glamour, en tout cas à ce moment-là. Et puis voilà, j'ai essayé de monter ce festival en essayant d'y ouvrir plein de portes. Moi, le théâtre que je dirige, c'est un théâtre qui dépend de la Fédération
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc la partie francophone de la Belgique, et j'ai pour mission de faire rayonner cette culture à l'étranger, à l'international et particulièrement en France. Donc j'importe des artistes qui viennent de Belgique, francophones, et je voulais pas que le théâtre se limite à ça, je voulais qu'il soit poreux, je voulais qu'il y ait des échanges avec le territoire, avec la région, mais aussi avec le monde entier. Donc l'idée de la francophonie, moi, c'est un outil pour voyager dans l'espace, dans le temps et au travers les cultures. Et donc aussi de faire des choses avec des tas de partenaires ici, que j'ai essayé toujours. On est occupé à construire quelque chose avec le centre chorégraphique ici un peu plus loin. Et particulièrement là où nous sommes, j'ai rencontré pas mal de collégiens, puisqu'on est dans un collège qui est partenaire de notre festival. Et dans une des classes ici en haut, on a travaillé il y a 2 ans à l'invention d'une nouvelle langue. Parce que travailler la francophonie, c'est aussi pouvoir l'inventer. Une langue bâtarde, écrite à la fois par des élèves à Bruxelles et des élèves ici, qui ont mixé le bruxellois et le provençal pour inventer le brugnonnais. Et ils ont inventé un vocabulaire et ils ont écrit des pièces autour de ça. Donc c'est mettre en œuvre aussi avec des étudiants, non pas la langue française en tant que telle, mais tout c'est possible, et aussi faire rêver les territoires où l'on parle le français, mais pas que le français. Merci beaucoup. Vous avez dit, Alain Couffineau-Gomez, un outil pour voyager dans l'espace, dans le temps et dans les cultures. Je pense que ça pourrait presque être le credo de RFI. Et qu'il était évident que votre place était là au sein d'une journée sur la francophonie. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir invités. C'est vrai que RFI, je vais reprendre le mot de Gaël tout à l'heure qui parlait de catalyseur. RFI est d'abord un média, donc on est sur les matières de culture, surtout un médiateur. Mais la culture n'est pas forcément le cœur de notre métier, de notre action, puisque nous sommes une radio d'information avec à peu près 41,5 millions d'auditeurs de par le monde et des foyers d'audition très importants en Afrique pour des raisons à la fois historiques et démographiques. Beaucoup aussi en Haïti où on a 6 relais FM, mais en partie en Amérique latine, dans l'Europe de l'Est pour des raisons historiques là aussi. Donc on est vraiment sur une diffusion internationale. Et si je crois être ici à cette table parmi vous, c'est que j'ai eu de nombreuses conversations avec les uns et les autres et que les projets que j'ai essayé de mener depuis 6 ans maintenant sont justement liés à des conversations. La première, ça a été l'année où Dieudonné Nianguna était artiste associé du Festival d'Avignon et très très rapidement avec Vincent je les mélange toujours, Hortense Archambault et Vincent Baudrier, je veux les marier. On a eu très très vite une conversation où on s'est dit un artiste africain est invité pour la première fois au Festival d'Avignon avec cette ampleur en tout cas, il faut que ça se sache en Afrique. Et pour que ça se sache en Afrique, il fallait faire un peu plus que 2 émissions, 3 papiers, une critique, etc., avoir une émission spéciale. Donc on a imaginé un programme de lecture de textes d'auteurs africains. Donc c'était des textes choisis par à la fois le Festival Dieudonné et nous, qui étaient des auteurs importants pour Dieudonné et certains auteurs un texte en tout cas de lui qui l'avait fait émerger au sein du festival, qui était Attitude Clando, et on avait parlé pour la première fois de Sony Laboutancy, et j'ai souvent l'habitude de dire que le français c'est pas simplement la langue de Molière, mais c'est aussi la langue de Sony Laboutancy, donc cet auteur congolais décédé il y a une vingtaine d'années et qui a régénéré complètement la façon de faire du théâtre et d'écrire cette langue. Donc de cette conversation avec Vincent et Hortense est né un cycle de lecture qui s'appelle Ça va le monde, auquel vous êtes cordialement invités. Il commence samedi 14 à 11h dans le jardin de la rue de Mons. Et la spécificité de ce cycle, c'est que les textes lus, qui sont des textes donc d'auteurs francophones du Sud, sont enregistrés et diffusés sur les antennes de RFI. Et quand je vous disais 41,5 millions d'auditeurs, c'est pas pour montrer mes muscles, c'est juste pour dire que ça fait une audience assez conséquente pour des textes qui sont diffusés sur RFI. Bien sûr, il n'y a pas 41,5 millions d'auditeurs derrière chaque texte, mais même s'il y en a 200, 300 ou 1 million, c'est déjà pas mal. Et à la suite de ça est né un autre projet qui est le prix RFI Théâtre, avec lequel l'Institut on est partenaire.
Et ce prix n'aurait pas existé sans la présence à nos côtés de l'Institut français, puisque l'idée était de faire un appel à écriture pour faire émerger de jeunes auteurs, toujours du Sud, c'est interdit aux Suisses et aux Belges, des jeunes auteurs du Sud pour qu'ils nous envoient des textes de théâtre. Et donc depuis 5 ans, il y a un appel à écriture qui est lancé sur les ondes au printemps. Il y a à peu près 200 textes qui sont envoyés tous les ans. Un premier comité de lecture se met au travail, sélectionne 12 textes, et ensuite ces 12 textes sont proposés à un jury présidé par quelques personnalités plus ou moins repérées de la francophonie, comme Dany Laferrière, Alain Mabanckou ou Firmin Richard cette année, et un lauréat est engagé d'une certaine façon, et en tout cas récompensé pour un texte, ce texte étant lu dans le cycle de lecture d'Avignon l'année qui suit, donc tout cela fait un peu boucle. Et là où on est un médiateur et un catalyseur, c'est que par exemple pour la première fois cette année, et j'en remercie tout particulièrement Gaël, au-delà de l'Institut français, c'est que le texte lauréat 2017, La poupée barbue de Édouard Elvis Vouma, a été proposé au nom de l'Institut français aux instituts locaux. Gaël me corrigera si c'est pas tout à fait ça. Et ce texte-là, parce que le CDN de Rouen s'était mis aussi dans la boucle en matière de production, ce texte-là va être créé en Afrique, va faire une tournée dans une dizaine de capitales africaines, en plus d'être diffusé sur RFI, et ensuite va faire une tournée en France, puisque c'est une production du CDN de Rouen. Et j'avoue que je suis assez content de ce projet-là, de cette façon de faire, parce que finalement, ce qu'on souhaite secrètement, c'est-à-dire que ces auteurs découvrent un public, des metteurs en scène, des artistes pour travailler avec eux, eh bien, se réalise pour la première fois, et ça notamment grâce à l'Institut. Il faut quand même que je cite la SACD, le Festival des Francophonies de Limoges, le Théâtre de l'Aquarium et le CDN de Rouen, qui sont partenaires de ce prix, pour dire qu'en matière de francophonie, on ne peut jamais agir tout seul. Et je vois le regard attentif de Yann. Ces projets de textes 10 sur 10, à partir de 2019, c'est pas encore tout à fait signé, mais ça ne saurait tarder, seront enregistrés par des élèves du Conservatoire national supérieur et diffusés sur les antennes de RFI, puisque en plus d'être une radio d'information, on a aussi une vocation et un volet pédagogique d'apprentissage du français, avec à peu près 1 million d'internautes qui, tous les mois, viennent sur le site pour faire des exercices pédagogiques à partir de la matière radiophonique qu'on met sur le site RFI Savoir. Voilà, je pourrais parler plus longtemps, mais je vais laisser la parole. Une question pour vous tous et toutes sur un retour d'expérience. En quoi est-ce que ce que vous proposez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, et pour reprendre ce que vous disiez sur Sonny Laboutancy, recrée, change, fait évoluer la langue française? Visons haut. Je continue. Je ne sais pas si elle l'a fait évoluer, mais en tout cas, elle l'a fait bouger. Et il y a dans le français tel qu'il est écrit et parlé en Haïti, en Centrafrique, au Mali ou en Guinée, des libertés et des libertés stylistiques, mais aussi des libertés d'approche que l'on ne retrouve pas. Mais je suis un journaliste, hein, je ne suis pas du tout un spécialiste de théâtre, donc n'importe qui dans l'assistance peut me démentir, mais je pense qu'il y a des libertés dans ces pays-là qui sont au service d'un français finalement moins corseté et moins pur. Parce que nous ici, enfin, ce que disait Alain est assez juste, on ne sait pas qu'on est francophone. Les Français ne savent pas qu'ils sont francophones, ne sont certainement pas fiers de leur langue. Et il y a au-dessus de cette langue une sorte d'institution qui s'appelle l'Académie française, avec un dictionnaire mystérieux que personne n'a jamais vu, mais qui nécessite des séances de travail infinies depuis des siècles et des siècles. Et cette espèce de surmoi de la langue française l'empêche finalement d'être joyeuse et libre. Oui, moi je vais rebondir là-dessus. Et c'est vrai que on sait, la langue française, elle appartient pas à la France ou à un politicien ou à elle appartient à tout le monde. Et elle est construite par tout le monde. Elle nous appartient à nous en Belgique. Elle appartient à plein de cultures, de communautés. Et c'est à nous je veux dire, il n'y a pas d'administration de la langue française. On est vraiment plus libre que ce qu'on imagine.
Voilà. Justement, pour revenir donc à Barcelone, du coup, avec le français renaît en fait, parce que du coup, le français c'était la première langue étrangère étudiée, mais bon, comme dans beaucoup de pays, bon, ben, il y a à peu près peut-être une quarantaine d'années, cette langue a été un peu abandonnée au détriment de l'anglais. Bon, voilà, maintenant tout le monde parle anglais en première langue, et le français reste un petit peu à côté. Et ce qui peine beaucoup aujourd'hui d'artistes présents, ou pas que les artistes, mais plein de gens qui ont étudié le français, qui ont aimé le français, qui aiment lire le français, et de se dire, tiens, voilà. Et avec d'autres projets, on a eu une belle écoute d'une personne de Juanjo Puigcorbé, qui est acteur, très connu en Espagne, mais qui est aussi député à la culture de la Diputación de Barcelone, qui serait un peu l'équivalent de la région Île-de-France. Et quelque part, c'est important, grâce au festival, on va pouvoir tout faire pour pouvoir faire réentendre du français, peut-être autrement que les hordes de touristes qui viennent faire des beuveries le week-end, mais en même temps parce que le français est une langue à la fois qu'ils ont aimé, qu'ils ont accompagné. Beaucoup lisent le français dans le texte et ont envie que ça se perpétue. Donc du coup, c'est aussi ça aussi quelque part. Des fois, il y a l'enrichissement de la langue, mais en même temps aussi fait aussi de la redécouverte et de la réappropriation. Se dire, ben voilà, en fin de compte, le français appartient à ceux qui ont envie de le parler. Donc c'est un peu et du coup, si on peut donner des moyens pour justement des moyens, des outils, des possibilités de pouvoir parler, de redonner envie de le parler, c'est chouette, quoi. En t'écoutant, me revient une citation, parce que je révise en ce moment, on propose un texte de Chikayom Tamsi dans le cycle de lecture RFI, donc voilà, je lis un peu des choses autour de lui et de lui. Et je pense que ce qui est important, c'est ce que tu disais sur la parole, c'est-à-dire que je pense que le français manque de souffle parfois, et qu'on le pense dans l'écriture, on ne le pense pas forcément assez dans le parler. Et donc révisant Chikayom Tamsi, il me revient à la seconde en mémoire une citation, enfin un mot qu'il disait que je trouve assez magnifique. Donc grand auteur, poète congolais qui est mort il y a 30 ans, très exactement, qui dit « Je n'écris pas, je rends compte ». Mais compte est écrit C-O-N-T-E. Et il y a l'ambiguïté, l'ambivalence bien sûr de ce mot à l'oral, mais je trouve que voilà, c'est faire d'une réalité, faire d'une écriture quelque chose qui se partage, se dit, se murmure, se prend dans les filets l'auditeur qui doit être qui doit être celui de cette écriture. Je pense que c'est des écritures qui cherchent à avoir des auditeurs. Je dis peut-être n'importe quoi. Sur ces Français qui se créent et qui se font entendre pour la première fois en Pologne et qui viennent du coup, puisque je crois que à 10 sur 10, il y a aussi bien des auteurs de France que des Belges, des Québécois, des Africains. Oui, il y a beaucoup d'auteurs français, mais en fait, on fait toujours attention à avoir un équilibre dans chaque édition de la résidence. C'est d'avoir d'abord la parité homme-femme, et on se rend compte que pour l'instant, dans toutes les résidences, il y avait plus de femmes que d'hommes. Donc, on en est content, mais on n'a pas fait exprès. Tout dépend des dossiers. Et après, faire une sorte d'égalité entre les pays francophones. Donc, il y a toujours des auteurs français, des auteurs belges, suisses, québécois, des auteurs africains, haïtiens. Donc, on essaye d'avoir toujours les 5 continents pendant une seule résidence. Parfois, ça ne marche pas, par des raisons X, Y, mais très souvent, ça marche. Ce qui est génial pour les auteurs, parce que toi tu parles toujours de Pologne, et c'est juste parce que la Pologne c'est le point de départ pour 10 sur 10, parce qu'on est là. Mais les auteurs peuvent maintenant entendre la langue française, leur langue française aussi, dite sur un plateau de théâtre par à peu près 40 nationalités. Ça donne une richesse énorme parce que tu as des accents, tu as des intonations, tu as
tu as aussi des représentations des textes qui changent d'un pays à l'autre. Et ça montre combien de choses la langue française peut raconter si elle est un peu, comment dire ça, un peu travaillée par une autre culture. Et ça c'est vraiment beau. C'est aussi beau pour les auteurs de voir tout ça, mais aussi pour les jeunes, parce que un Belge n'écrit pas comme un Suisse n'écrit pas comme un Français. On a eu des auteurs d'Afrique. Leur façon de raconter le monde, les mêmes choses, c'est tellement magique. Et ils sont beaucoup joués par des jeunes parce que les jeunes adhèrent à la façon de raconter des histoires aussi. Et donc ça donne une richesse vraiment incroyable et très touchante. En plus, nous, on essaye de voyager dans des festivals pour voir comment les festivals sont organisés, pour accompagner aussi les auteurs. Donc on participe activement au développement de ce programme. Et c'est formidable de découvrir la langue française à travers les jeunes, surtout les jeunes qui ont besoin d'espoir et de messages clairs par rapport à l'avenir. Et on voit que les auteurs dans les pièces qu'ils écrivent chez nous, ils leur donnent ce message d'avenir. Donc à nouveau, ce qu'ils expriment en français qui n'est pas encore leur langue ou leur deuxième langue, déjà ils expriment des choses importantes et essentielles pour le monde et pour l'avenir. Donc je pense que c'est très fondateur pour ces jeunes. Et c'est un levier énorme pour la culture francophone après dans le monde. Il n'y aura que des gagnants-gagnants si d'autres projets autour de la chanson ou de l'écriture agissent aussi sur des jeunes comme ça. Dans 10 ans, 15 ans, on sera vraiment content et les artistes français seront contents francophones, pouvoir voyager un peu partout à travers le monde. Et même si on est sur les écritures contemporaines, il faut qu'on vous dise une petite nouvelle. La prochaine résidence 10 sur 10 qu'on va organiser en mars 2019 sera organisée avec la Comédie Française. Donc on a signé un partenariat avec la Comédie Française et on va essayer de réécrire les pièces de Molière dans notre format 10 sur 10 pour que les pièces de Molière soient accessibles et modernisées au niveau de la langue. Mais on va demander à des auteurs de garder l'histoire, le sujet, tout ce que Molière voulait dire, tout ce que Molière dénonçait, mais dans un format qui sera accessible à tous ces jeunes à travers le monde. Et à nouveau, on va faire de patrimoine quelque chose de très contemporain et de très actuel, et de tourner plutôt vers l'avenir que de tourner vers le passé. Donc, ouais. Tu veux dire quoi? Oui, parce que l'idée, en fait, de proposer des textes contemporains écrits par des auteurs vivants aux jeunes permet aux jeunes de pouvoir monter des spectacles sur des thématiques qui les concernent. Parce que quand on dit quand les auteurs, quand ils viennent en résidence, on leur dit, écoutez, écrivez un texte sur l'actualité, sur des choses qui peuvent concerner les jeunes aujourd'hui. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on laisse les jeunes seulement à monter, c'est-à-dire à s'intéresser à l'écriture contemporaine d'aujourd'hui. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de 10 sur 10, c'est qu'ils vont jouer les pièces, les spectacles, et là je vais revenir sur Molière, etc., sur l'écriture contemporaine, sur les auteurs vivants, etc., d'aujourd'hui. Ils ont 16 ans, 15 ans, 17 ans. Ça veut dire que dans 10 ans, ils vont aussi s'intéresser aux textes de ces mêmes auteurs, mais d'autres textes qui n'ont pas à faire avec 10 sur 10. Donc ça, c'est l'intérêt. Et avec Molière, c'est-à-dire demander, alors ça paraît, en 10 pages, réécrire une pièce de Molière, bon, ça va être très sport pour les auteurs, mais ils vont, parce que là, avec les jeunes de 16 ans, 17 ans, vous parlez de Molière, c'est vieux, non, c'est pas. Et c'est vrai. Enfin, quelque part, en plus, c'est un langage compliqué. Bon, et ça, je suis certaine, et ça, on est persuadé de ça, que s'ils créent ces pièces-là, ces courtes pièces de Molière, ça va les ramener
aux pièces de l'origine de Molière, quoi, qui vont peut-être redécouvrir dans 10 ans ou 20 ans, qu'importe, c'est pas forcément. Donc c'est ça en fait, c'est tous les ponts comme ça entre les auteurs, entre les pièces, voilà. Et ça fait partie aussi de la langue française. C'est-à-dire que les jeunes qui jouent et qui montent les pièces d'aujourd'hui 10 sur 10, donc des auteurs vivants, c'est une langue c'est une langue parlée, c'est une langue actuelle, c'est quelque chose de vivant, c'est la langue qu'on parle dans la rue. Mais ils sont amenés petit à petit à s'intéresser à une langue plus complexe, plus poétique. Et ça, on a la preuve parce qu'il y a des jeunes qui viennent à un premier festival. Ils ont choisi une pièce comique, courte, voilà, quelque chose de très rythmé. Et ils nous disent « Ah ok, on a fait ça, donc on a été capable de jouer ça en français. Donc l'année prochaine, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus dur, un peu plus long, plus poétique. Donc c'est ça aussi l'intérêt. » Il est temps de passer au moment d'échange avec la salle. Si certaines personnes ont des questions, aussi bien... Non, juste, il y a peut-être une initiative quand même, parce que Thierry veut prendre la parole, mais justement, Thierry est quelqu'un qui œuvre beaucoup aussi pour le déploiement de projets liés aux Français et dans des territoires où ce n'était pas forcément une évidence. Et donc, c'est bien aussi d'avoir une expérience un peu terrain, parce que nous, on est, à part nos petits camarades qui sont très terrain, mais... Oui, moi j'ai déjà peu parlé ce matin au premier débat. J'avais commencé mon introduction ce matin par dire que aujourd'hui je défends véritablement le fait que la langue française est un bien commun universel. Je pense que comme toutes les langues, elle n'appartient qu'à ceux qui la parlent et effectivement je conçois cette problématique qu'il y a avec la France, mais quand j'écoute Yann qui nous présente son projet, c'est vrai que souvent, mais très très souvent, j'entends présenter les projets de la francophonie avec la France, la Belgique, le Québec et l'Afrique. Je le dis parce que par exemple pour Molière, moi quand j'ai lu la première fois Vers cassé d'Anna Mabankou, je me suis dit voilà un texte africain universel. Pour moi, j'en ai l'émotion parce que je connais ce texte par cœur. Vers cassé d'Anna Mabankou, pour moi, c'est vraiment une histoire racontée par un être qui parle ma langue et qui me dépeint quelque chose qui est universel. Cette histoire-là pourrait se passer n'importe où aujourd'hui et pourrait être montée n'importe où dans le monde francophone. Je pense qu'elle serait jouable. Et c'est à travers le projet de la caravane des Limos qu'on a monté. Nous, on travaille avec je ne sais pas le nombre de pays, 67 pays, je crois, ont participé un jour ou l'autre à ce projet, mais c'est pas très important. L'idée, c'est de faire remonter, à travers notre projet de la caravane, c'était l'idée de qu'est-ce que c'est partager une langue. C'est parti d'une phrase toute simple, aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui. Alors, c'est un projet complètement utopique, mais ce qu'il veut raconter, ce projet, c'est d'interpeller les populations, les citoyens du monde francophone sur qu'est-ce que veut dire parler une langue dans cette francophonie plurilingue, parce que cette francophonie est plurilingue, et c'est ça justement sa grande richesse, comme d'autres aires linguistiques, je le dis souvent, l'espagnol, le portugais, il y a beaucoup d'aires linguistiques intéressantes. Mais quand on revient sur un certain nombre de pays justement africains, on s'aperçoit à quel point quand on commence à connaître un peu ce continent, on s'aperçoit qu'on ne peut plus parler d'un continent. On est obligé de parler de l'Afrique du Nord, par exemple, parce que c'est tellement différent de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, du bassin, de la Gambie, en passant par le Kinshasa, le Mozambique. Je veux dire, c'est tellement différent. Quand on parle de l'Asie, on parle de l'Asie, mais quand on parle de la Chine, on ne parle plus de l'Asie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un peu pareil. C'est-à-dire, faut vraiment qu'on fasse attention, nous, ici, avec ce prisme hexagonal en plus, parce que quand vous êtes en Guyane ou en La Réunion ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, vous parlez de la francophonie, vous ne parlez pas de la francophonie comme dans l'hexagone. C'est impossible. D'une part parce qu'en Guyane, il y a 22 ou 23 langues parlées. Donc culturellement, c'est vraiment pluriel. Et nous, on a essayé de s'attacher à cela. On rame, moi je le dis sincèrement, je rame. C'est un projet qui n'est absolument pas avec un projet d'avenir pharaonique. On vient d'être reconnu par l'OIF comme une ONG pouvant siéger à la table des grandes instances francophones. Mais je crois que c'est peut-être se servir de nous pour donner la parole à un certain niveau de cette francophonie.
mais on n'est pas du tout entendu ni écouté. Je le dis, je n'ai pas de problème ici, ni avec les institutions françaises. Je pense que la France a ce grand problème depuis les années Bernard Kouchner, en tout cas pour son réseau français à l'étranger, de ne pas avoir réfléchi à comment on pouvait transposer ce pas que la France devait faire dans ce monde de la francophonie, à travers son réseau, qu'elle a plutôt détruit, à mon avis, que mobilisé. On a confondu les choses et c'est grave parce que, par exemple, à Erevan, on sera au sommet de la francophonie et l'Arménie adhère à la francophonie pour tourner un peu sa tête vers l'ouest vis-à-vis de son grand frère russe, mais certainement pas pour la francophonie en tant que telle. Et c'est ça qui est dramatique. Moi, comme je l'ai dit à la ministre de la Culture arménienne, le jour où dans vos écoles, vous étudierez la littérature francophone, alors vous adhérerez à la francophonie. Là, pour l'instant, vous étudiez la littérature française. Vous êtes des amis de la France. C'est bilatéral. Ce n'est absolument pas francophone. Et c'est un gros souci, ça, cette francophonie. Parce que si la France n'adhère pas à la francophonie, elle continue par-dessous à promouvoir ce bilatéralisme. Et cette année, ces années croisées avec le continent africain, moi, j'ai grand espoir. Je suis animé par tout ce qui se passe là-bas. Parce que je le disais ce matin, le tarmac des auteurs, par exemple, à Kinshasa, pour moi, c'est quelque chose, c'est un embryon que j'ai vu naître. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, quand je vois la possibilité qu'il y aurait, par rapport au projet qui a été annoncé tout à l'heure là par Pascal, mais c'est comment donner une réciprocité d'échange avec certains de ces pays qui sont très actifs pour qu'ils arrivent à se construire une identité, une formation d'écriture, de jeu, etc., qui leur soit propre, mais qui soit, je dirais, au même niveau d'échange qu'on pourrait avoir. Alors évidemment, d'ici 10 ou 20 ans, ce qui fait peur au monde politique, parce qu'ils ont des durées de vue assez courtes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va se propager d'ici 2050 ou à la fin du siècle. Comment on va pouvoir échanger dans cette ère linguistique, culturelle que représente la langue française. Et ça, à ce titre-là, notre projet démontre très bien qu'on est loin du compte. Les préjugés sont très ancrés. Et la France ne fait aucun effort par rapport à ça, parce que la diversité de notre territoire et de ce facteur de lien social qu'est la langue pourrait nous aider énormément dans ce rapport-là. Voilà le constat que je peux faire. Mais par contre, je suis très optimiste. C'est vrai. Bonjour, je m'appelle Guillaume Hédé, je suis auteur, comédien. Et j'ai beaucoup travaillé, moi, sur l'ancien français, sur la langue d'Oil, la langue du oui, en fait. Et voilà, je voulais partager avec vous la qualité incroyable de ce matériau, pédagogiquement parlant, et notamment pour rebondir sur la francophonie, c'est ça ? Car il y a un médicinaire liégeois du XIIIe siècle, où il y a la clé des songes, c'est-à-dire il y a 400 songes qui sont répertoriés en liégeois ou en langue d'Oil, et donc qui donnent comme des haïkus la clé de chaque songe. Et chaque rêve donne donc un diagnostic et voilà une clé à la pathologie. Donc ça, c'est un matériau formidable, puisque les enfants qui ont, entre 8 et 10 ans, viennent me dire souvent le XIIe siècle, c'était le bon temps, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'orthographe, pas de faute d'orthographe, pas de dyslexie, rien. Et voilà, je voulais juste attirer votre attention sur vraiment la qualité incroyable de ce matériau. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'ai entendu des noms autour de la table. Je ne suis pas un spécialiste de la question de la francophonie, mais quand j'entends vers le côté jardin des noms comme ceux de Sony Laboutancy, là je me dis, bon, il y a un auteur, quelqu'un de fort, qui fait rayonner la langue française ailleurs, qui la rend plus libre parce qu'elle est ailleurs peut-être, mais parce qu'ici, sans doute aussi en France, nous avons cadenassé notre propre langue par une série de libertés de plus en plus restreintes et qui agissent sur notre propre langue, tandis qu'ailleurs, c'est la langue qui est libre, ce n'est pas les auteurs, c'est elle-même qui a cette liberté. Et puis de ce côté-là, moi je vois mal Sony Laboutancy se dire, je vais prendre une pièce de Molière
et la mettre d'actualité, la simplifier pour la faire comprendre à des enfants. J'ai jamais aimé la littérature enfantine, je trouve ça une hérésie. Je pense qu'un enfant très petit peut lire Balzac et d'autres auteurs très importants. Et surtout quand vous parlez de Molière, vous m'auriez dit quelqu'un de plus complexe, à la limite j'aurais dit pourquoi pas. L'expérience m'a montré qu'avec des gens très simples, très humbles, très peu cultivés, la langue de Molière, immédiatement, comme celle de Racine, immédiatement est accessible. Dans quel bureau pensez-vous qu'il faille prendre les enfants par la main et leur expliquer ce que ça veut dire les pièces de Molière? Moi, je ne comprends pas cette chose-là. Je peux, voir votre travail et sans doute son efficacité et les résultats que vous pouvez avoir au cours des voyages et tout ça sur une façon de parler le français. Mais quand il s'agit d'ennoblir notre langue, de la faire vivre, moi je pense que c'est par le haut qu'il faut penser le travail et non pas par hip-hop, rap. Tout ça pour moi sont des choses qui appauvrissent notre langue. Je pense que les plus grands auteurs contemporains ont travaillé avec des classiques et non pas avec la langue. Pardonnez-moi, vous ne serez pas d'accord, c'est ce que je pense. Voilà. On va faire un échange scène-salle, donc on va passer ici, puis je vous promets, on vous donne la parole juste après. Vous le rajouterez après, vous inquiétez pas, je pense que le débat va être très long et qu'il va bien durer. Voilà. Mais je vous remercie d'avoir dit cela, parce que c'est très intéressant. Je suis absolument d'accord avec vous sur le point qu'il faille monter peut-être les jeunes en tout cas, directement avec un texte par le haut, en proposant les poètes Molière, Shakespeare à 13 ans, 12 ans, moi je suis parfaitement d'accord, mais dans le projet 10 sur 10, c'est-à-dire que vous remettez notamment en cause le projet en lui-même qui est d'écrire des pièces courtes de 10 pages avec 10 personnages. Parce que là, on touche un public très particulier qui sont les apprenants de français seconde langue. Il y a dans les écoles, les professeurs de français, dans les cours de français, langue étrangère, ne travaillent jamais les pièces de Molière. De toute façon. Ils vont en parler par pédagogie en montrant la photo et expliquant que c'est un personnage qui a vécu, voilà, et qu'il a écrit beaucoup de pièces de théâtre et qu'il est célèbre en France et dans le monde francophone. Mais c'est là le projet, en fait, d'écrire de courtes pièces de Molière. C'est vraiment pour les jeunes qui apprennent la langue comme seconde langue et non pas viser forcément les jeunes de France ou Québec ou Belgique, etc. Quoique, c'est peut-être qu'un jour les pièces 10 sur 10 de Molière soient jouées aussi en France. Mais bon. Oui, et on va ajouter encore une chose, c'est que vous pouvez vous imaginer que travailler avec la Comédie Française, c'est pas si évident. Et s'ils ont décidé de monter un projet avec nous, c'est parce que leur directrice de projet éducatif nous a dit on a 800 écoles avec qui on travaille et on a du mal à faire lire Molière en original à des Français parce qu'ils travaillent avec des écoles en France et dans la région parisienne. Donc pourquoi ils ont accepté ce projet? Parce qu'on pouvait aussi les aider à faire le premier pas. Seulement. Et quand on parle de la réécriture des pièces de Molière dans le format 10 sur 10, c'est pas le français avec 300 mots, c'est pas ça. Ça va pas être genre simplifié et tout, mais rendu accessible où on va garder l'histoire. Faire le premier pas, et comme Iris a dit, nous on s'adresse plutôt vers les jeunes qui ne parlent pas français. Moi aussi j'ai appris le français. Et lire Molière en original, c'était l'horreur. Je comprenais rien parce que c'était tellement détaché de français que j'apprenais. Maintenant, je peux lire Molière parce que ça fait 20 ans que j'apprends chaque jour le français. Je connais le passé simple, truc machin. Voilà, donc je peux me débrouiller. Mais imaginez que ces jeunes qui aujourd'hui apprennent le français, ils pourront se débrouiller avec Molière comme moi dans 20 ans. C'est des 20 ans perdus.
et pour le patrimoine de la langue française et pour ces jeunes. Qu'ils fassent la première pas avec ça et après qu'ils continuent leurs histoires. Vous pouvez ne pas adhérer au projet. Ça on en est d'accord tous, mais on va le faire. Je veux simplement dire aussi quelque chose parce que je trouve que justement, si on veut faire évoluer les choses, je pense qu'il faut être aussi respectueux de toutes les pratiques. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le hip-hop et le rap, il n'y a pas des lettres de noblesse. Il y a des artistes comme Oxmo Puccino, Gaël Faye, qui sont des vrais poètes. Je suis désolée, je ne sais pas si vous avez vu leurs textes, lu leurs récits, mais ce n'est pas... je pense qu'on ne peut pas se permettre à chaque fois de créer des castes et de ne pas respecter l'endroit où chacun s'exprime. Un artiste s'exprime à l'endroit où il est, avec les codes à lui. Et là, je suis vraiment, je trouve ça quand même extrêmement, c'est négliger quand même aussi tout un tas de nos artistes et la qualité qu'ils ont. Nous, on travaille là-dessus à l'international, et je vous encourage vraiment à les lire et à les écouter. Évidemment, il y en a tous ceux qui sont, c'est comme dans tout, il y a du théâtre très populaire, pas bon, il y a des artistes très populaires, pas bons, mais je trouve que c'est pas respectueux à cet endroit-là. Mais bien sûr, évidemment. Mais évidemment, non, pardon, excusez-moi, effectivement. Non, mais je suis désolée parce que là, ça touche à un endroit où je trouve ça pas juste, en fait. Mais oui, mais à ce moment-là, c'est un avis personnel. Mais vous pouvez pas dire que la langue française, on peut pas la promouvoir avec ces écritures-là, avec ces auteurs-là, avec ces artistes-là. Oui, mais oui. Bon, je pense néanmoins que vous commettez deux erreurs qui sont assez fondamentales, à mon avis. Molière n'a pas écrit des pièces pour les lire. Hein. Ça, c'est quand même la première chose qu'il faut constater. C'est écrit pour être joué. Donc, si maintenant, au lieu de changer des mots et de trouver, je ne sais pas quel biais pour rendre ça accessible, rendez accessible l'accès au spectacle vivant pour tout le monde à des manières très simples, en favorisant la création contemporaine qui est tout à fait une création qui peut révéler les mots et l'essence de Molière pour tout le monde, sans aucun problème. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, à mon avis, c'est ce que vous voulez faire avec la langue. Il y a un écrivain allemand qui s'appelle Peter Weiss, qui a écrit un livre sur l'esthétique de la résistance. Il s'est demandé tout simplement pourquoi il y a une telle œuvre qui résiste au temps, à l'oubli, et pas un autre. Pourquoi on joue Shakespeare, mais pas les 99 autres écrivains qui ont écrit au même moment des choses tout à fait comparables de Shakespeare. Donc, je vais vous dire ce que lui, il pense. Il pense que dans cette écriture, il y a une résistance. Cette résistance est une résistance à des dogmes, à une église, à un pouvoir, à quelque chose qui rend celui qui l'écrit potentiellement, il le met dans un danger. Il n'est pas en conformité avec la pensée dominante. Et cette résistance, le temps qu'elle est là-dedans, on va la trouver si on crée quelque chose. On va la créer et trouver uniquement avec la langue d'origine. Parce que cette résistance, elle est nichée dans des nuances, elle est nichée dans des petits mots. Et si vous passez avec un panzer allemand là-dessus, excusez-moi l'expression, il ne restera rien. Donc je crois que ce sont des erreurs. Ce que vous dites est assez passionnant, mais pour revenir plus précisément sur le projet 10 sur 10, je voudrais dire juste deux choses. C'est que, d'abord, la grandeur de ces grands auteurs, c'est de pouvoir donner une matière à tout le monde pour en faire ce qu'il en veut. Dans ce festival d'Avignon, vous allez pouvoir voir Thieste de Sénèque dans la cour d'honneur, et il y a, je loue un auteur qui a été lauréat du prix RFI Théâtre, Akimba, qui est un très jeune auteur guinéen, qui, à partir de Thieste, et c'est revendiqué, écrit une pièce d'une rare violence et d'une grande puissance qui s'appelle Convulsion, et qui est créée au Théâtre des Halles par Frédéric Fisbach. Et on voit bien que les deux peuvent tenir debout de manière, je n'ai pas vu Thieste encore, mais j'ai vu Convulsion, de manière exceptionnelle. Donc après tout, réduire, augmenter, modifier Molière, s'il y a ce que vous dites, c'est-à-dire cette dimension de la résistance et cette façon de parler à chacun, je pense que ça peut tenir la route. Et par rapport à ce que disait Iris, si RFI se met dans ce projet 10 sur 10, c'est parce que
pour nous, ce qui nous a semblé intéressant, c'est que c'est écrit, alors non pas à 300 mots en français facile, etc., mais quand même avec un français plus éclairci. C'est écrit pour des apprenants. Et il ne faut pas se gargariser. Les 500 ou 700 millions de francophones qu'on veut compter, que l'OIF veut compter à échéance 2050, ils ne parlent pas français comme vous et moi. Ils parleront français de façon beaucoup plus approximative que cela. Et aujourd'hui, il suffit d'aller en Afrique. Vous avez des quantités de gens qui sont francophones, qui parlent français, mais qui parlent d'abord leur langue d'origine, qui la parlent très très bien. Et le français est une deuxième langue qui est plus ou moins bien trituré, maltraité, prononcé, etc., etc. Combien de fois en Afrique, je me suis retrouvé avec un chauffeur, par exemple, qui écoutait RFI à tue-tête dans sa radio et qui parlait à peine le français. Donc il le comprenait à peu près. Et il avait besoin d'écouter cette radio d'abord pour faire plaisir au mec qui conduisait, mais aussi parce qu'il avait besoin de cette radio pour valider un certain nombre d'informations qui lui étaient données sur son pays. Mais ce n'est pas pour autant qu'il parlait le français. Donc raconter à des jeunes apprenants de français ou à des auditeurs dont le français n'est pas aussi souple que le nôtre, qu'il existe un auteur qui s'appelle Molière, qui parle du mariage forcé des femmes, et bien ça, diffuser ça en Afrique, je vous promets que ça fait de l'effet. Et comme on est une radio d'information et qu'on ne peut pas diffuser 2h30 de Molière, à mon avis, un quart d'heure de 10 sur 10 sera parfait. Moni, avant de te laisser la parole, deux petites précisions. La première, donc, c'est que puisqu'on est aussi attentif aux traductrices dans les focus internationaux, c'est Florence Dupont qui a fait une traduction extraordinaire de Thieste. Et que pour toute personne qui a un peu creusé, qui aime bien compter et comptabiliser, le vocabulaire chez Racine, par exemple, en termes de nombre, est finalement assez... en tout cas, c'est l'utilisation de ce vocabulaire qui en fait une langue extraordinaire. Et que, évidemment, je pense qu'ici, tout le monde est absolument d'accord pour dire que toutes les langues, quelles qu'elles soient, sont exceptionnelles et qu'à partir du moment où elles permettent d'entrer dans ce que vous disiez, monsieur, dans la pratique théâtrale, dans la pratique corporelle, et de créer de la rencontre, de créer du dialogue et de la discussion. Et maintenant, place aux autrices, parce qu'elles ont toujours quelque chose à dire, en tout cas j'espère. Je ne suis qu'un auteur. Ça marche ? Oui, je ne suis qu'un auteur. Je n'aime pas qu'on féminise comme ça. Le jour où le plus grand auteur français sera une femme, ça sera très bien. Au poète, alors. Non, juste pour dire bravo pour vos initiatives. Non, mais d'accord, je suis d'accord. Moi, on pourrait en parler longtemps. Bon, je voulais parler d'autre chose. Et bravo pour vos initiatives. Bravo pour faire bouger tout ça, parce que c'est très important que des choses se fassent et que des choses bougent. Maintenant, après, on peut en discuter. Bravo aux auteurs qui écrivent en 10 jours, parce que je connais beaucoup d'auteurs qui doivent les envier. Il y a des formats comme ça formidables. Je veux bien qu'on écrive en 10 jours. Je pense que c'est important de vous allier à des écrivains et de leur demander comment ils écrivent, comment il leur faut du temps parfois, et des choses comme ça. Mais bravo, il faut faire. C'est le plus essentiel, d'agir. Maintenant, moi, je pense que la langue qu'on apprend, notre langue maternelle ou paternelle, puisqu'il y a des hommes aussi, c'est le français. Une fois qu'on l'a apprise et qu'on est écrivain, eh bien, on écrit une langue étrangère. On écrit une langue étrangère. Grimbert écrit du Grimbert, Coltès du Coltès, Césaire du Césaire, Molière du Molière. Donc, ce qui était très beau, par exemple, dans le Festival de Barcelone, c'est que on pouvait parler avec Sergi Belbel et on se comprenait même si on parlait pas forcément le même français, et que cette chose qui est la langue étrangère des auteurs, pour moi c'est essentiel. On est dans quelque chose d'étrange et d'étranger, et ce n'est pas si simple. Et au-delà même des thématiques du mariage forcé, etc. Je suis maître, je parle, allez, obéissez. Il n'y a rien de plus simple, et c'est Arnolphe qui le dit à Agnès. Et quand on dit ça dans des lycées techniques, et qu'il y a des filles qui regrettent qu'on n'admette pas qu'elles mettent des voiles, je vous assure que c'est intéressant d'entendre « je suis maître, je parle, allez, obéissez ». Je ne pense pas que Molière est un auteur compliqué, vraiment pour le pratiquer presque quotidiennement. Et vraiment, le théâtre, quand l'écriture devient cette langue, la langue, il ne faut pas oublier, et surtout quand elle est
orale, comme ça, parlée, représentée, c'est une merveille qui nous lie tous. C'est notre champ culturel, artistique le plus corporel, le plus physique, le plus d'échange, le plus maternel, puisque c'est la langue maternelle, et même si c'est une langue qu'on apprend, quand on lit les auteurs français ou francophones, souvent c'est une langue aussi qu'ils ont appris dans l'enfance. Donc moi je trouve ça très très précieux de ne pas oublier que chaque auteur écrit une langue étrangère, et que le théâtre permet parfois de la rendre populaire, de la rendre partageable. Merci. Merci à vous tous. Je trouve que c'est vraiment des initiatives exceptionnelles et qu'on doit saluer parce que il faut mettre en avant la langue française, non pas pour la langue en elle-même, pour sa beauté, pour ce qu'elle véhicule, mais autant on place une langue dans des rapports de force. Et aujourd'hui, la langue française, elle est malmenée. Elle est malmenée dans sa diversité, non pas comme langue, mais comme la diversité des langues. Aujourd'hui, quand l'anglais se veut comme la langue qui veut supplanter toutes les langues et imposer son langage, sa langue, à travers la langue, c'est bien une pensée qu'on veut amener. Et c'est bien aussi une domination par le fait même du véhicule d'une langue. Et c'est la langue de l'impérialisme, c'est la langue de l'argent. Et il faut défendre le français, mais il faut défendre le français dans son spectre général de la diversité et des autres langues. Et évidemment, c'est la langue de Du Bellay, c'est défense et illustration de la langue française. Et il faut c'est un combat qu'il faut mener bec et ongles parce qu'il y a une lutte féroce. Il y a un livre qui est sorti il y a 2 ans, La pensée unique de Claude Agege, qui en parle magnifiquement. Et je crois qu'on est tous concernés ici par la langue française. Et elle est parlée aujourd'hui dans tous les continents, par 320 millions de personnes voilà, qui parlent cette langue. Et il faut aussi donc résister par le français, pour le français. Et aujourd'hui, c'est une occasion magnifique que le théâtre d'Avignon nous offre ou ailleurs, devrais-je dire, ou dedans, ou ailleurs. Merci. Pardon, j'interviens juste sur un mot. Bravo et merci, je crois, pour cet éloge de la langue française. Je pense juste, mais vraiment, très, 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 très personnellement, mais très intérieurement, qu'il faut bannir le mot de résister. La langue ne sert pas à résister. La langue est, mais elle ne sert pas à résister. S'il y a bien une pensée du français, c'est celle, je vais dire un mot étrange en cette période, mais qui est celle du partage et de l'accueil. Et si on est, je reviens à RFI, si on est une radio française et francophone, on est aussi une radio qui parle en 15 langues. Et notamment, ce que vous savez peut-être pas forcément, qui parle la langue de 3 zones géographiques différentes en Afrique, en Haoussa, en Swahili et en mandingue. Le mandingue étant la dernière expérience, je vous dis juste un mot de la dernière expérience qu'on ait menée. On parle en mandingue depuis à peu près 1 an et demi maintenant. 2 tranches d'information d'1 demi-heure le matin et en soirée. Et on a vu les chiffres d'audience augmenter de 36%. 36% sur la FM de Bamako, sur la tranche mandingue d'1 demi-heure, mais sur la demi-heure en français avant et sur la demi-heure en français après. Ce qui est formidable, et on n'est pas arrivé en défendant le français, on est arrivé en disant on va vous parler votre langue. Mais comme nous sommes une radio francophone, il y a du français autour, donc on vous propose un bain linguistique, mais on vous parle d'abord à vous dans votre langue. Et c'est parce qu'on parle dans cette langue-là, sans aucune défensive, sans aucune agressivité, qu'on gagne des auditeurs et de la compréhension ailleurs. Je donnerai une anecdote, si vous permettez. Lorsque Dominique de Villepin s'est opposé à la guerre en Irak et a porté la voix de la France, il y a eu dans le monde entier un regain, un intérêt pour la langue française qui s'est immédiatement fait jour. Donc il y a vraiment un intérêt croissant pour le français et pour la langue française qui
qui est très grand. Je veux juste vous donner cette anecdote qui rebondit à ce que vous dites. Est-ce que c'est pas comme la passion du football pendant 15 jours après la Coupe du Monde ? Parce que je ne suis pas sûr que les chiffres d'ouverture d'alliances françaises, de locuteurs, de spectacles à l'étranger en français, etc., aient beaucoup augmenté après ce magnifique discours de Villepin à l'ONU. Donc je pense qu'il y avait un effet, il y a tout d'un coup une attirance, comme pour le football. Tout d'un coup, moi je vais regarder dimanche soir le football, ça m'arrive tous les 4 ans, et peut-être même que tous les 20 ans quand la France est en finale. Mais voilà, je fais partie des 19 millions de personnes qui ont regardé la huitième, c'était la huitième ou la quart, dans les quarts de finale sur TF1 l'autre jour. Ça fait pas de moi un footballeur, ni même un amateur de football. Je voudrais redire une petite anecdote que j'ai dit ce matin, mais en même temps, justement par rapport à la langue française, et encore une fois pour revenir à Barcelone, c'est de se dire quelque part, on parle de résistance comme ça, enfin, mais la langue sert aussi d'autres choses. Par exemple, si le français est apprécié par rapport à différentes générations, c'est que pendant les années franquistes, le français, la littérature française, la librairie française Jaime, qui est à Barcelone, a servi quelque part un peu de porte de liberté pour les idées, pour plein de choses. Et justement, rien que pour pouvoir lire ces livres-là, ça donnait aussi envie de se lire dans le texte, parce que autant tous les autres textes étaient censurés, mais quelque part, on peut pas censurer Voltaire, Diderot, comme ça, parce qu'ils sont vendus dans une librairie. Voilà, donc du coup, le français est aussi apporte aussi quelque chose aussi un état d'esprit aussi quelque part un peu de liberté et aussi d'aller vers l'avant, quoi. Enfin, donc du coup, et ça c'est important aussi. C'est une proposition. Ouais. Exactement, bien sûr, oui. Non mais comme on parle du français, c'est pour ça que je disais ça. Enfin donc. Oui, je vais faire très court. Alors, il y a la dame, madame l'auteur, parce que vous ne voulez pas autrice, d'ailleurs au XVIe siècle on disait au féminin, mais c'est pas grave. Et alors, vous avez parlé de langue étrangère et tout à l'heure tu as parlé d'étrange, quelque chose qui te paraissait étrange. Il y a Bernard Séclinini un jour dans une conférence sur la langue française, c'est un linguiste que certains connaissent peut-être, là, mais qui avait sorti le fait qu'on devait peut-être arrêter de dire les langues étrangères, et plutôt de dire des langues qui nous sont étranges ou des cultures étranges. Parce que étrangère vient d'étranger, barbare, barbaros, celui qui gazouille, qui ne peut pas être compris. Moi, je pense que c'est mieux de dire qu'il nous est étrange, et c'est vrai que je trouve ça assez joli. Pour en revenir à l'écriture contemporaine, monsieur, elle a cité Gaël Faye, Gaël justement, mais il y a quand même bon nombre aujourd'hui. Il y a par exemple Xavier Nolan, qui a une écriture cinématographique que je trouve exceptionnelle au niveau de son écriture. Et voilà, il y a des modalités d'écriture aujourd'hui contemporaines qui sont assez exceptionnelles, y compris sur le net. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un... J'ai passé l'article d'Alain Mabanco et de Mbélé, là, qui ont sorti un article de 6 ou 7 pages sur comment ils voient la relation du continent africain avec l'Occident dans les 10 prochaines années. C'est très, très intéressant parce que je trouve qu'il y a des modalités d'écriture qui, je disais à travers Vercassé, qui pour moi sont universelles et qui marqueront dans des décennies largement autant que l'ont pu faire Molière. Il y a le cœur des enfants léopards. C'est qui avait écrit ça? Wilfried Nsonde. Qui est un Congolais qui a vécu dans la banlieue parisienne, et il dit mon avenir, elle était tout tracé, un black d'une banlieue de Paris, etc. Et pour s'en sortir, il avait comme première adresse internet mis nsart sonde etc. Et il a écrit Le cœur des enfants léopards. Lisez ce livre qui est absolument exceptionnel et qui laisse une trace dans l'évolution de notre langue, parce que qu'on le veuille ou non, ça va partir dans ce sens-là, et c'est très intéressant pour nous parce que ça va nous enrichir justement sur une profondeur de regard, y compris sur notre propre passé, où on va, parce qu'on entend souvent que les gens colonisés doivent faire un travail de mémoire, mais nous aussi, nous devons faire un travail de mémoire sur ce passé que nous avons en nous et qui justement nous rend dans une complexité de ce rapport avec un certain nombre de pays. Voilà, c'est important, je pense. Il s'agit maintenant de conclure cette journée, ce focus francophonie, et qui
voilà, il y a encore une autre rencontre tout à l'heure, et puis on pourra continuer à discuter, et à s'animer, et à débattre, et à ne pas être d'accord, en tout cas, sur les modalités, mais dans la même langue. Je vais essayer de conclure par une phrase qui nous a été donnée par Monique Grégo. C'est une merveille qui nous lie. Ça, je crois que là-dessus, au moins, on est tous d'accord. À vous de voir comment vous écrivez, si vous prenez le verbe lier, ou si vous prenez le lialité, qui est cette langue qui nous fait rêver, ou cette langue qui parle de la lie de l'humanité aussi, et à la fois du beau et de l'horrible, ou si on est sur l'impératif du verbe lire, en tout cas, ici, que ce soit d'un côté ou l'autre de ces tables, on est tous là pour faire en sorte que cette langue française, par le corps ou par le texte, ou par le corps de texte, se propage partout dans le monde entier, et aujourd'hui, voilà, sous les cigales d'Avignon. Merci à tous et à toutes. Bon festival. Voilà, le off reste ouvert et vivant. Et à très bientôt.